pour moi, ça vient vraiment du fait que quand on commence à faire de la symptothermie, c'est qu'on s'implique vraiment dans ce qu'on fait et au quotidien. Quand on fait prendre une pilule ou quand on a une contraception autre, c'est, entre guillemets, s'il y a une grossesse ou s'il y a quelque chose, c'est la faute de la pilule, c'est la faute du stérilet qui n'a pas marché, mais c'est pas nous. Voilà, c'est pas nous, c'est pas le médecin, c'est le truc là qui n'a pas marché qu'on prend. Alors que quand on fait de la symptothermie, on est conscient en fait de ce qu'on fait et on s'implique vraiment dans nos choix. Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel en bonne santé, et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Salut Jeanne. Bonjour. Je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Alors, je pensais pas que j'allais un jour parler du cycle féminin et de tout ce qui entoure, ça avec quelqu'un. Là, je suis vraiment ravi parce que je pense que, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que je pense que moi, en tant qu'homme, je suis indirectement concerné. Je pense que tu pourras en toucher deux mots tout à l'heure, mais je suis persuadé que chaque homme, en tout cas chaque personne qui est en couple, doit savoir ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de sa conjointe, sa partenaire. La deuxième raison, c'est que j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe ou non, mais que le cycle féminin, la gestion des émotions pendant le cycle féminin, la contraception, ce sont des choses qui sont encore pas très bien compris, pas très bien assimilées au niveau des femmes et qui manquent de l'éducation autour de ça. Donc peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est une intuition que j'ai eue. Donc c'est pour ça que on va pouvoir aborder tout ça aujourd'hui et j'ai pas mal de questions et de choses à te demander. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, dire qui tu es et ce que tu fais? Oui. Alors, pour me présenter, moi j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants. Au niveau de la contraception en elle-même, j'ai pris la pilule peut-être une semaine dans ma vie. Voilà, je souhaitais pas de contraception hormonale et en fait, ce qui m'a amenée vers la symptothermie, au début, j'avais pas de connaissances. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a pas de transmission, que ça soit au niveau familial ou au niveau de l'éducation, de l'école. Et du coup, j'avais pas vraiment de connaissances de mon cycle. Je faisais attention, on va dire les idées reçues qu'il y a, les méthodes Ogino. Ce qui a fait que j'ai eu un petit accident pour le dernier, même si je suis très contente de l'avoir maintenant. Et ce qui m'a poussée vraiment à rechercher une contraception qui soit naturelle et fiable. Et en cherchant ça, en fait, j'ai découvert qu'il y avait vraiment énormément de choses à savoir sur le cycle féminin. Et j'ai choisi d'en faire vraiment un métier et de transmettre ça parce que c'est un gros manque, en fait, vraiment pour beaucoup de femmes et d'hommes, comme tu l'as dit. Donc toi, tu as vraiment ressenti en tant que femme qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Ah oui, c'est clair. De découvrir tout ça, je me suis dit, mais pourquoi en fait on n'a pas su plus tôt et on gagne du temps en fait quand on commence à se connaître, on gagne énormément de temps. Et c'est quelque chose que tu n'échangeais pas forcément avec tes parents ou ta mère, par exemple? Non. Moi, c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé. Pourtant, on est quand même dans un milieu... moi, j'ai grandi dans un milieu qui était vraiment tourné vers tout ce qui est développement personnel et thérapie alternative et tout ça. Mais ce côté vraiment féminin, il y a une sorte de gros tabou dessus qui se lève. Voilà, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans.
même un peu avant, il y a eu des précurseurs, mais là, il y a quand même un mouvement de plus en plus important chez les femmes qui veulent vraiment aller à la découverte d'elles-mêmes. Ok, d'accord. Je comprends un petit peu mieux. Mais du coup, quand tu disais que tu as pris la pilule pendant une semaine, qu'est-ce qui te l'a fait prendre et qu'est-ce qui t'a fait arrêter aussitôt ? Est-ce que ce sont peut-être les effets ou non ? Alors, j'étais vraiment pas convaincue vraiment par la pilule. C'était plus par... voilà, c'était début avec d'une histoire et puis je me suis dit quand même en fait tout le monde prend la pilule donc c'est ce qu'il faut et puis en fait j'étais tellement malade que j'ai dit non, non, c'est pas possible. D'accord, t'as vraiment eu des... Alors je connais pas trop les effets de la pilule, j'ai l'impression qu'on n'entend que du mal à propos de la pilule. T'as eu quoi comme effet et est-ce que tu savais quels étaient les effets de la pilule, hormis le pourquoi elle est faite, mais Alors à ce moment-là, j'avais plutôt la notion que prendre des hormones c'était mal, mais sans savoir plus que ça. Et alors je pourrais pas te raconter tous les effets parce que ça fait quand même longtemps. Ouais, c'est bon. Voilà. Après moi, c'était plutôt des migraines, des nausées, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent là sur les effets négatifs de la pilule. Après, il faut savoir que tout le monde n'en a pas non plus. Ok. Ou alors ils sont pas. Il y a des effets où on sait même pas que ça vient de la pilule parce que ils peuvent être divers et variés suivant les femmes. Ça peut être de la prise de poids, de la perte de libido, mais bon, quand on prend la pilule à 13 ans, on peut pas dire vraiment qu'on sait que la perte de libido vient de la pilule. Parce qu'à 13 ans, on n'en a pas encore. Voilà, moi, j'ai des femmes que je suis maintenant qui me disent qu'elles l'ont pris à 13 ans, elles l'arrêtent maintenant qu'elles ont 25, 30 ans, et elles disent « Ah je savais pas ce que c'était que d'avoir de la libido. » Oui, d'accord. J'ai découvert, voilà. Donc, c'est difficile vraiment d'associer un effet particulier à la pilule, surtout quand on la prend. Faut savoir que les femmes la prennent très jeunes, à partir souvent de 13 ans, 14 ans, parce que elles ont des boutons. Voilà, il n'y a pas forcément de... Elles ont des boutons à cause de la pilule Il y a de l'acné, souvent on prescrit la pilule pour l'acné. Ah oui ? En fait, okay. Voilà, parce que c'est hormonal le début, le cycle se met en route. Et puis, au début, le temps que ça se mette en route, il y a des règles qui sont un peu douloureuses, qui ne sont pas régulières. Et les gynécos, ils disent, voilà, prends ta pilule, c'est bon. Tous les 28 jours, il va y avoir des règles suivant si c'est des œstroprogestatives. Ou alors, il y a des progestatives où il n'y a pas de règles, et puis voilà, le cycle, il est réglé. Okay. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est qu'on coupe le cycle. On dirait que c'est une solution de facilité, non ? Du coup, quand tu dis que, j'ai un peu d'acné, donc je vais te donner la pilule, est-ce que c'est parce qu'ils ont c'est la solution de facilité, ou parce qu'ils se disent que, ça est trop jeune pour les autres moyens de contraception ? Je pense que c'est la notion de facilité. Après, il y a plein de... Ta question, elle pourrait amener beaucoup de réponses. Alors, je sais pas si on peut toutes les énumérer ici. Il y a une sorte en France, de culture de la pilule. Et là, si on est intéressé, il y a le livre de Sabrina Debusca qui est super intéressant, J'arrête la pilule, qui explique un petit peu, comment la pilule est arrivée, pourquoi, et puis vraiment qu'en France, on est un pays où il y a énormément de pilules prescrites et beaucoup moins des autres moyens de contraception. Il y a cette culture-là qui est très présente. Après, tous les gynécos fonctionnent pas comme ça. Voilà. Là, j'énonce des généralités. C'est des généralités, bien sûr. Ouais. Et puis, il y a aussi ce fait que, et là, c'est un avis plus personnel, que la médecine travaille de manière symptomatique et vraiment pas en fonction de la personne. Donc, effectivement, il y a des boutons, on va prendre ton cachet et puis c'est bon. Et voilà, on va pas réfléchir plus loin. Si juste il y a le foie un petit peu qui est un peu surchargé, c'est simplement les hormones qu'il faut accompagner dans la mise en route de ce cycle. Ouais. Ok, d'accord, je comprends. Ouais, c'était pas forcément quelque chose que je voulais aborder tout de suite, la pilule en tout cas, mais quand une femme décide d'arrêter la pilule, en fait, tout reprend normalement. Est-ce qu'il y a des choses qui restent ? Est-ce que c'est aussi simple que ça d'arrêter, de reprendre quelque chose, une vie normale. Enfin, une vie normale, c'est peut-être pas le mot adapté, mais... C'est assez variable. Au niveau des arrêts de pilule, ça dépend de combien de temps on l'a prise, ça dépend de notre hygiène de vie générale. Il y a des femmes qui vont arrêter, qui vont reprendre leur cycle, que ça va se faire très naturellement, d'autres qui auront beaucoup plus de soucis. Et là, ça, on peut pas le prévoir à l'avance. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment au cas par cas. Oui. Ok.
Ok, donc la pilule qui est un des moyens de contraceptifs que du coup maintenant tu recommandes plus, ou en tout cas tu diriges pas les personnes vers ça. Du coup, en parlant de moyens de contraception, est-ce que tu as parlé de la symptothermie? Donc, est-ce que, enfin moi du coup, je sais ce que c'est maintenant, mais je ne le savais pas forcément. Est-ce que tu peux le définir? Est-ce que c'est aussi un autre moyen de contraception qui est peut-être beaucoup plus naturel? Oui, alors donc du coup la symptothermie, ça va être vraiment ma spécialité, parce que je suis pas gynéco ni sage-femme, donc effectivement la pilule, moi c'est pas moi qui la prescrit, ou tout autre moyen de contraception. La symptothermie en elle-même n'est pas un moyen de contraception. Ah d'accord. Même si c'est plus facile, on va dire, de le dire comme ça, c'est un moyen de détecter ces périodes fertiles et infertiles, et de vraiment lire le cycle. Et après, la femme ou le couple choisit en toute conscience, quand elle est en période fertile, de favoriser une grossesse, ou alors de ne pas avoir de grossesse en combinant la symptothermie avec des méthodes barrières comme le préservatif, ou alors une sexualité différente, ou alors une contraception masculine. Voilà, il peut y avoir différents types de Ok, de donc c'est pas juste en lisant le... Alors je sais pas du tout comment ça se passe encore pour le moment, mais c'est pas, on va se dire, si je suis pas dans une période non fertile, on a un rapport, il va forcément rien se passer. Enfin, et pareil, inversement, si on le fait pendant une période fertile, automatiquement on va tomber enceinte. Enfin, la femme va tomber enceinte. C'est pas aussi facile. C'est pour ça que tu dis qu'il faut combiner avec un... Oui, voilà, oui, effectivement, quand on lit le cycle, quand on est en période infertile, on peut avoir un rapport avec éjaculation sans problème, et il y aura pas de... Enfin, voilà, après, tout dépend dans quelle optique on est. Voilà, il y aura pas de souci. Ça dépend. Si on veut une conception, oui, là, ça sera pas... On va dire que ça sera pas dans le côté utile, si on peut le dire comme ça. Et effectivement, en période fertile, il peut y avoir de l'abstinence, voilà, mais je pense pas qu'on soit dans une... Je pense qu'on est dans une autre époque que de conseiller de l'abstinence maintenant. Voilà, on peut voir la sexualité différemment et réinventer cette sexualité pendant la période fertile. Ok. Et d'accord, donc du coup, la symptothermie, comment ça fonctionne? Est-ce que peut-être tu peux expliquer? Oui, parce que du coup, je digresse. Moi, je peux pas. Non, c'est pas grave. On peut échanger sur plein de choses. Et puis, il y a des choses intéressantes à dire. Et puis, après, moi, comme je suis pour le coup vraiment éloigné de ça, juste peut-être pour comprendre un peu mieux, et pour les femmes aussi qui écouteraient. Alors, la symptothermie, c'est l'observation de plusieurs symptômes que le corps va avoir au fur et à mesure du cycle. En fait, dans le cycle, nous, on connaît que les règles. Voilà, si je simplifie les choses, cycle égale règle. Cycle égale règle. Alors voilà, c'est pas forcément le cas. Alors que, en fait, tout le reste du temps, il y a des tas de choses qui se passent dans le corps et qui évoluent, qui changent, qui se modifient à l'intérieur de nous. Et du coup, on va observer ces symptômes pour dire quand est-ce qu'on est fertile ou pas. Il y a une partie où tout le corps il va être orienté pour pouvoir favoriser une grossesse, justement, pour pouvoir accueillir des spermatozoïdes. Donc, on va avoir une modification de ce qui est la glaire cervicale, qui va permettre aux spermatozoïdes vraiment de rentrer dans l'utérus et de leur faire atteindre l'ovocyte. Et il y a une autre partie du cycle où le col il va redescendre, il va se fermer, la glaire va avoir une texture complètement différente, donc on va pouvoir vraiment l'observer, et où la température corporelle elle va augmenter. Donc là, en symptothermie, ce qu'on va faire, c'est vraiment observer la température et la glaire cervicale. Il est aussi possible d'observer le col de l'utérus, mais souvent c'est une technique qu'on conseille pas tout de suite, c'est un peu plus compliqué et il faut être à l'aise avec son corps pour l'observer. Du coup, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, tout le temps. En tout cas, pour une femme, c'est ce qu'elle va avoir... Alors, au début, on le fait tous les jours, tout le temps pour la période d'apprentissage. Et après, on n'a pas forcément besoin d'observer tout le temps parce qu'une fois qu'on a validé... Alors, je rentre dans des termes un peu plus compliqués. Non, mais vas-y, on est là. Une fois qu'on a validé notre période fertile, qu'on a validé la montée de température et le pic de glaire, en fait, du coup, on ferme notre période fertile, on est en période infertile, et là, il n'y a plus foncièrement besoin d'observer ces symptômes-là. Et après, ça dépend, il y en a qui vont continuer d'observer parce qu'on peut accompagner de manière plus holistique que simplement de la symptothermie.
Et tout le reste, ça nous donne quand même des informations sur notre état de santé, sur plein de choses. Donc, on peut continuer de prendre ces informations. Mais là, on va plus sur de la symptothermie. C'est plus une approche globale de la santé de la personne. Ok, donc grâce à la symptothermie, on peut déterminer en fait beaucoup de choses sur la personne. Ok, ça va. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Mais juste pour terminer dessus, ok, du coup, la femme, elle va mesurer, elle va mesurer jusqu'au top de son pic pour savoir où elle est fertile. Après, elle sait qu'elle est plus trop fertile. Déjà, il peut pas avoir de la fertilité dans les périodes non fertiles. C'est quelque chose de... Alors, non, en fait, on a 3 phases. On a l'infertilité relative au début de cycle. Ok. C'est entre les règles et puis l'ouverture de la fenêtre fertile. Des fois, c'est un peu court et du coup, c'est une infertilité relative. Okay. Voilà, pour pas rentrer dans plein de détails. Donc là, il peut y avoir... On est entre deux. Après, il y a la période vraiment fertile. Et ensuite, dès qu'on valide, on a la période infertile. Et là, on est infertile à 100%. Donc 100%, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Il n'y a aucun risque. Il n'y aura pas de conception non voulue dans cette période-là. Ok. Donc 100%. Ouais. Ok. Après, il y a des mesures, en fait, des méthodes contraceptives. Parce que même si, comme je vous l'ai dit, c'est pas une méthode contraceptive en soi, la symptothermie est quand même reconnue par l'OMS. D'accord. Et il y a un indice, il y a un indice de Pearl. L'indice de Pearl, c'est ce qui permet de... Pearl, P-E-R-L? P-E-A-R-L. Ah, P-E-A-R-L, ouais. Ok. Et cet indice-là, il mesure la fiabilité des méthodes contraceptives. Donc, c'est le même pour les pilules, pour les stérilés, pour la symptothermie. C'est le nombre de grossesses non désirées qu'il y a eu pour 100 femmes sur une année. Ok. Et il y a 2 indices de Pearl qui sont donnés en général. Il y a l'indice typique, c'est-à-dire si on applique parfaitement toutes les règles au pied de la lettre, qu'il n'y a aucune erreur de commise. Si je reprends l'exemple de la pilule, on n'oublie pas sa pilule, on n'est pas malade, on la vomit pas, on n'a pas de gastro, on n'a pas de diarrhée, voilà. Tout ça, on l'oublie, on efface ça. Et ensuite, il y a l'indice réel. C'est ce qui se passe communément, en fait, et quand on prend en compte tous ces oublis de pilules. Et donc, c'est pareil pour la symptothermie, il y a ces 2 indices. Et la différence, par exemple, la pilule, il y a un indice, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en indice typique, elle est inférieure à 1%, donc c'est un très bon indice. Et en indice réel, elle peut monter jusqu'à 8% d'échec. Alors que la symptothermie, elle est à 0,4% en indice typique et elle est à 2% en indice réel. La marge, en fait, est beaucoup moins importante parce que pour moi, ça vient vraiment du fait que quand on commence à faire de la symptothermie, c'est qu'on s'implique vraiment dans ce qu'on fait et au quotidien. Quand on fait prendre une pilule ou quand on a une contraception autre, c'est, entre guillemets, s'il y a une grossesse ou s'il y a quelque chose, c'est la faute de la pilule, c'est la faute du stérilet qui n'a pas marché. Mais c'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas le médecin, c'est le truc là qui a pas marché qu'on prend. Alors que quand on fait de la symptothermie, on est conscient en fait de ce qu'on fait et on s'implique vraiment dans nos choix. Ouais. Là, on prend la responsabilité en fait pleinement et on se réapproprie aussi quelque part son corps parce que j'imagine si on prend juste la pilule, en fait, on sait pas ce qui se passe, on la prend et puis on se pose pas de questions quoi. Ouais. Ah oui, ok. Et est-ce que du coup, si t'as analysé, voilà, on va dire un cycle, ça paraît vraiment bête comme question, j'ai peut-être une intuition sur la réponse, mais tu peux pas transposer ça sur le mois d'après, quoi. Tu peux pas te dire, voilà, jour 3, il s'est passé ça, jour 10, je suis fertile, donc le mois prochain, ça va être pareil. Non, ouais, c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est pas aussi simple. Ah merde. Dommage. Ça serait trop beau. Non, mais en même temps, c'est super intéressant parce que vraiment, la symptothermie, c'est une méthode d'auto-observation et ce qui fait sa fiabilité, c'est que justement, on transpose pas ça et qu'on observe parce que le cycle, il est soumis à notre quotidien, à ce qu'on vit tous les jours. Si on a une émotion, ça peut décaler notre ovulation. Et la symptothermie, il y a des règles qui permettent de définir et d'interpréter, mais ces règles, elles s'adaptent à toute situation de la vie de la femme. Alors qu'il y a certaines méthodes naturelles, qui impliquent pas d'hormones et tout ça, mais qui sont prédictives. On va dire, voilà, bon, t'as ovulé là, enfin, t'as eu tes règles là, donc tous les mois, ça sera pareil, t'auras tes règles là.
et c'est pas juste. Et c'est de là d'où viennent beaucoup d'erreurs, on va dire, de problèmes de conception non voulue. Ok. Donc l'auto-observation, c'est un gros plus, même si on peut pas le transposer. Ouais, ça aurait été trop simple. Sinon, voilà, c'est bon, c'est le calendrier affiché. Mais alors, pourquoi elle est pas autant répandue et pourquoi on en parle? Enfin, alors, c'est peut-être moi, je suis éloigné de ça, mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on parle. En tout cas, on parle. Voilà, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses. Non, c'est pas quelque chose dont on parle facilement, mais. Alors, quelle réponse donner En tout cas, c'est en train de se développer. Grâce, entre autres, aussi à ton travail, tu essayes t'éduques les jeunes femmes et les femmes à assimiler cette méthode. C'est ça, oui. En fait, je pense que ça va se faire petit à petit. On a oublié, de s'observer. On est déconnecté un petit peu de tout ce qui vient de notre corps. Et du coup, moi et toutes les conseillères en symptothermie, les formatrices, il y a de plus en plus de choses qui se passent là-dessus, et c'est ça qui va faire revenir. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui s'intéressent à ça, et ça va, voilà, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est sûr que c'est pas la globalité, mais je pense que il y a un intérêt qui revient là-dessus. Et il y a les jeunes générations de sages-femmes, gynéco, j'ai moins de contacts, mais moi je sais que j'ai des sages-femmes qui m'envoient du monde. Alors elles sont pas beaucoup, hein, j'en ai 2. Je sais qu'ils sont ouvertes parce que c'est quand même des choses difficiles à transmettre, mais des nouvelles générations commencent à accepter ces méthodes. On a souvent une image négative de la méthode naturelle. On pense à notre grand-mère qui a eu 9 enfants. Enfin, je dis ouais, voilà, bon, j'ai pas envie, quoi. Oui, c'est vrai que vu comme ça, mais ce que tu dis, c'est intéressant. C'est vrai que ça reflète aussi dans le monde. Enfin, aujourd'hui, on a tendance à se déconnecter tout simplement du corps. C'est de la femme, par exemple, avec ça, mais de manière générale, nous, on est pris dans la vie. On pense pas à ce qui se passe dans son corps, on ressent pas les choses, les émotions, n'en parlons pas, les tensions, etc. Donc on va vers quand même une meilleure conscience de son corps, et c'est fait grâce à la symptothermie. Ok, c'est super intéressant. Et concernant les autres méthodes de contraception, est-ce que tu peux dire c'est quoi les autres méthodes et peut-être les inconvénients, les avantages Alors oui, c'est vrai que toutes les méthodes ont des inconvénients et des avantages. Ouais, du coup, c'est quoi l'inconvénient de cette méthode? Ça paraît tellement... Peut-être ça prend du temps, mais... Alors, c'est pas que ça prend du temps. Alors, je pense que le plus gros inconvénient, comme on disait tout à l'heure, c'est de prendre sa responsabilité. Ah bah mince alors, je peux pas y échapper. Et voilà, c'est à la fois, je pense, son avantage et son inconvénient. Après, c'est vrai, ça demande du coup de s'observer. Mais foncièrement, ça prend 3 minutes par jour. Enfin, on prend sa température le matin avant de se lever et on observe la glaire une fois dans la journée. Bon, ça prend 10 secondes. Enfin, de regarder. Tu le notes sur un papier ou alors sur une application peut-être. Il existe des applications. Okay. Moi, je suis plutôt papier. Je fais plutôt old school, voilà. Et je prends ma responsabilité jusqu'au bout avec le crayon et le calepin. C'est ça. Après, je suis pas contre les applis, mais je pense que pour apprendre quelque chose, le papier et le crayon, c'est ce qui fait rentrer le mieux. Moi, j'ai commencé par... j'ai testé, hein, j'ai commencé par l'application. Je me suis dit, c'est plus facile. Mettre une feuille de papier à côté de la table de nuit, ça me cassait les pieds. Enfin, voilà. Bon. Il y avait les enfants, je me suis dit, ça va, ils vont l'attraper, gribouiller dessus, ce qui arrive de temps en temps. Donc, j'ai pris l'application. Et en fait... En fait, quand on prend une application, moi, je pense et j'ai eu d'autres témoignages, donc je parle de moi, mais en même temps, j'ai eu d'autres témoignages, ce qui me confirme un peu ça, c'est que, encore une fois, c'est une question de responsabilité. L'application, elle nous dit, en fait, quand on est fertile et infertile, et du coup, même s'il y a cette envie à la base d'apprendre à se connaître, là, ça reste ce moyen de contraception, mais en même temps, on n'interagit pas, on n'apprend pas ces règles pour savoir. Et le jour où il n'y a plus l'application, parce qu'on n'a pas notre téléphone ou... En fait, on peut pas expliquer pourquoi on est fertile ou pas. Et moi, j'avais vraiment envie d'aller au bout du processus et de comprendre, quoi. Voilà, et ça, enfin, pour moi, il faut vraiment passer par le papier. Voilà. Okay. On écrit, on rédige. Et après, une fois qu'on a compris, passer par une appli, c'est pas un souci. Ouais. C'est vraiment la première étape pour prendre vraiment la responsabilité, pour comprendre le principe. Et puis après, si on est plus à l'aise, on passe sur une appli, quoi. Ouais. Ok.
La symptothermie, donc du coup les autres méthodes de contraception, parce que je pense à 2-3 trucs, mais c'est peut-être il y en a peut-être d'autres et je sais pas forcément c'est quoi les avantages, les inconvénients. Alors il va y avoir donc toutes les méthodes hormonales. Donc il y a la pilule. L'avantage, l'avantage de la pilule. Gros trou. Bon, on coupe l'épisode. non, l'avantage de la pilule, c'est que il y a beaucoup moins de règles, elles sont moins douloureuses. Il y a pour les femmes qui ont de l'endométriose, qui est très douloureuse, ça peut enlever ces douleurs-là vu qu'il n'y a plus le cycle. L'inconvénient, c'est qu'il faut penser à la prendre et qu'il y a tous les effets des hormones de synthèse qui peuvent être présents, soit vraiment sur le moment, soit a posteriori, c'est pas forcément tout de suite. Donc cet inconvénient, on va le retrouver un peu dans toutes les méthodes hormonales, qui sont après le stérilet hormonal, l'implant, le patch, l'anneau. Ah oui, donc il y en a beaucoup des méthodes hormonales. Je pensais pas que tout ça c'était des méthodes hormonales. Si, okay. Ouais, tout ça c'est hormonal. Alors après, avec des petites nuances, il y en a qui vont être que progestatives, donc où il n'y a pas du tout de règles, ce qui peut être vu comme un avantage pour des personnes qui apprécient pas de voir les règles. Voilà, ce qui peut être compréhensible, hein, je peux le comprendre aussi. Mais moi aussi, je le comprends. Voilà, après, en même temps, ça fait partie de nous, voilà, de notre. Donc, si on n'accepte pas cette période-là, il y a peut-être d'autres choses à aller découvrir du côté émotionnel. Donc ça, c'est pour tout ce qui est hormonal. Après, il y a le stérilet en cuivre, qui est une méthode quand même naturelle, qui est invasive, on va dire intrusive, parce qu'on met ça à l'intérieur de notre corps, mais qui est naturelle. C'est le cuivre qui va faire l'effet de la contraception. Donc l'avantage, c'est que c'est naturel, qu'il n'y a pas d'hormones qui sont prises. L'inconvénient, c'est que certaines femmes vont mal le supporter. Ça crée une inflammation, ça peut être un peu douloureux et ça peut créer beaucoup de saignements. Okay. Des règles assez hémorragiques et plutôt longues. Ça donne envie. Ça, voilà. Mais en fait, il y en a qui le vivent très bien et d'autres pas, encore une fois. C'est vraiment au cas par cas, suivant ça. C'est au cas par cas. Ok. Il y a le diaphragme aussi. Est-ce que c'est aussi... Alors ça, on va parler plutôt dans les méthodes barrières. Il y a ce qu'on appelle les méthodes barrières. Oula, ah oui, d'accord, ok. Donc méthode contraceptive, il y a les méthodes hormonales. Donc méthode barrière, il y a tout ce qui est préservatif, masculin, féminin, le diaphragme, la cape cervicale. L'idée là, c'est vraiment que le spermatozoïde rentre pas dans l'utérus, quoi. Okay. On met un gros stop. C'est ça. On met un gros stop, ok. Et tout ça, les méthodes barrières sont toutes compatibles avec la symptothermie. Ouais, c'est en complément. Après, il y a le retrait qui est de plus en plus utilisé, qui n'a pas besoin de méthode barrière quand le préservatif est mal accepté. Voilà. Mais il faut qu'il soit bien géré. Oui. Ce qui n'est pas évident. Donc ça, c'est une méthode qui a 27% d'échecs en indice de Pearl, quand même. Ah oui. En même temps, moi, j'aime bien mettre un petit... je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, même dans mes collègues, mais je pense qu'il y a vraiment des personnes, des hommes qui sont tout à fait habiles avec le retrait. Voilà. Champion. Parce que c'est aussi un travail, du coup, personnel, de contrôle de soi, et des méthodes comme du tantra, comme... tout ce qui est slow sex et tout ça, ça va aider. Et donc, des personnes qui travaillent ça depuis un moment peuvent très bien gérer cette méthode-là. Ok. Quand tu dis retrait, c'est retire, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'éjaculation dans le vagin. D'accord. Voilà. Et on se retire quand même un peu avant. Voilà. Oui. Parce que s'il y a le liquide préséminal qui sort, il peut y avoir des petits spermatozoïdes qui restent. S'il y a des rapports fréquemment, c'est là où il y a le plus de risques que le retrait ne marche pas. Voilà. Il y a certains qui veulent s'échapper, qui veulent arriver. C'est ça, ils veulent arriver à leur but. Il faut penser en fait que tous nos corps, que ça soit l'homme comme la femme, on est fait pour donner. Il y a quand même cette envie de créer, voilà, oui. qui est physiologique. Donc si on ne veut pas, il faut faire attention, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est la transmission, la survie, etc. Après, comme autre méthode, il y a les méthodes d'auto-observation, comme la symptothermie. Donc, dans la symptothermie, il y a plusieurs écoles, encore. Ça se divise. Ah oui, d'accord, il y a d'autres... Le principe est le même pour chaque école, mais il y a juste quelques règles d'interprétation qui diffèrent. Là, les indices de Pearl que je vous ai donnés, c'est sur la méthode Sensiplan, en fait, qui est celle qui a donné la valeur de référence pour l'OMS. Ok. Mais c'est quelques règles d'interprétation qui sont vraiment légères. On peut dire la symptothermie. En auto-observation, il y a aussi Billings, qui est vraiment une autre méthode qui observe que la glaire cervicale.
pas la température. Et après, il y a toutes les méthodes naturelles, mais plutôt prédictives, et sur laquelle c'est important de mettre en garde parce qu'il y a beaucoup d'applications que les femmes utilisent qui sont basées sur ces méthodes prédictives. On fait 1 ou 2 cycles et puis après, ils prévoient quand on a l'ovulation. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on applique... donc c'est quand même quelque chose qui... Là, ouais, mais c'est encore beaucoup utilisé et du coup, il y a quand même des risques avec ça qui sont pris. Enfin, des risques, voilà, après, chacun prend ses choix, mais si pour la conception, il n'y a aucun souci. Mais c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on cherche, en fait, là-dedans? Et ces méthodes-là, elles sont basées sur le fait que tout le monde est pareil et fonctionne de la même manière et fonctionnera toujours de la même manière. Non, c'est pas le cas, quoi. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Ah, t'as oublié une autre méthode. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est celle de rien faire. L'abstinence, c'est une méthode. C'est une méthode. Au moins naturel, il se passe rien, 100% de réussite. Enfin, s'il n'y a pas 100%, je pense qu'effectivement, c'est la seule où il y a 100% de réussite. 100% de réussite. Et s'il n'y a pas de réussite, c'est qu'il y a quelque chose qui est bizarre, mais ça, c'est vos histoires. Oui, là, pour le coup, il y a d'autres pistes à creuser derrière. Il y a d'autres pistes à creuser. Ok, super, Jeanne. Ouais, c'est très intéressant. Du coup, j'ai une meilleure vision parce que c'est vrai que... J'ai oublié une autre méthode. C'est des méthodes de contraception masculine. Ah oui. Parce que là, du coup, on est parti sur le féminin. Mais masculin, du coup, il y a le préservatif. Alors, il y a les préservatifs. Il y a les pilules aussi. Alors, il existe des pilules, mais je sais pas si c'est pas encore tout à fait au point. Okay. Par contre, il y a des méthodes de contraception thermique. 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 En fait, ok, on te met dans le fond. Non, là, en fait, c'est vraiment des choses qui ont été développées. Alors, communément, on dit le remonte-couille toulousain. Moi, ça me fait beaucoup rire. Remonte-couille toulousain. Ah oui, c'est pas mal, ça s'envoie du lourd. Je t'ai pris ton remonte-couille toulousain. Non, alors, en fait, même si l'idée elle fait beaucoup rire, c'est en fait l'idée c'est que les testicules, si elles sont mises près du corps et qu'elles sont chauffées, en fait les spermatozoïdes vont plus être fertiles. Mmh. Et du coup, alors ça c'est une méthode qui se prévoit sur un peu plus du long terme. C'est pas de l'instantané. On remonte les testicules et c'est bon, le lendemain, on peut y aller. C'est fini. C'est comme la vasectomie d'ailleurs. Tout ce qui est vasectomie, c'est efficace 3 mois après. Quoi, vasectomie, c'est? Alors, oui, c'est encore une autre méthode. Oh là là, c'est la folie, c'est ça. Vasectomie et ligature des trompes, c'est la contraception, on va dire, définitive. Ligature, c'est pour les femmes et vasectomie, c'est pour les hommes. Ok, donc définitive. Bon, a priori, ok. Donc, oui, vasectomie, on coupe le canal déférent. D'accord. Et donc, les contraceptions thermiques sont réversibles, par contre, pour messieurs. Et l'idée, c'est... Alors, il y a le slip, donc on passe... Avec un chauffage. Alors, il existe un slip avec un chauffage, avec une batterie. C'est quelqu'un qui a pris ça. Donc, on chauffe et donc ça on porte 3, 4, 5 heures par jour. Parce que ça chauffe vraiment un peu plus. Et sinon, il y a la méthode où on remonte tout simplement les testicules. Alors, c'est bête, j'ai pas des mots parce qu'il y a Maxime Labride qui a inventé ça et qui a fait du coup, t'avais senti un mec qui allait arriver voir la petite démo. En fait, je voulais le prendre parce que je trouve ça super intéressant, même quand j'ai des couples. Qui a créé un postiche pour pouvoir montrer que même si moi, j'ai pas d'attribut masculin, en fait, pour vraiment montrer comment ça se passe, c'est que les testicules, on va faire remonter les testicules dans la poche juste au-dessus. J'ai perdu les noms. En fait, on va les faire remonter, on va dire ça, on va le faire simple. Ouais. Et elles vont se maintenir en position haute et au chaud. Et alors ça, faut le porter par contre 15 heures par jour. Donc soit ce fameux slip remonte couille toulousain, soit il existe un anneau aussi qu'on peut passer tout simplement qui est peut-être plus facile à mettre. Après ça dépend de chacun. Ok. Et c'est aussi une contraception qui est fiable. Ok, c'est l'été en bas avant. Ok, c'est intéressant, je connaissais pas du tout. On apprend tous les jours. J'imagine que c'est pas quelque chose qui doit être beaucoup utilisé ou peut-être qu'il commence à... ça se développe et Maxime Labrie fait beaucoup. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de faire une interview avec lui pour ma formation. Mais il fait plusieurs interventions. Il a fait des interventions dans Kiffe ton cycle, dans les sommets Kiffe ton cycle. Voilà. On peut retrouver ce qu'il fait assez facilement et c'est super intéressant. Hein. Ok, je mettrai la référence dans la description pour les personnes qui seront intéressées à en savoir un peu plus. Qu'est-ce que je voulais te
te demander, j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu disais, la symptothermie qui permet d'analyser du coup son cycle. Et on peut déterminer des problèmes beaucoup plus globaux grâce à l'analyse de ces glaires cervicales. On peut savoir par exemple si on a des problèmes aux ovaires, à l'utérus ou autre, enfin j'en sais rien, juste avec l'analyse. Alors on va pouvoir détecter des problèmes plus globaux. Alors peut-être pas on va pas avoir un kyste enfin voilà, mais on a quand même des indications sur la santé générale de la femme. On regarde l'équilibre entre la première phase, la phase oestrogénique et la phase progestative. Du cycle, voilà, et ça nous donne quand même des indications qu'on va pouvoir appliquer plutôt dans une idée naturopathique, voilà, de prévention. Et après, il y a des choses où on n'est pas... Voilà, moi, je fais de la lecture de cycle, et après, si je vois qu'il y a d'autres choses plus problématiques, on renvoie vers des gynécos. Voilà, ok, d'accord, ça marche. Intéressant. C'est intéressant. Bah, tout ça, c'est super pour la femme. Mais du coup, est-ce que ça va être quoi quand je te disais tout à l'heure en introduction que j'ai l'impression que c'est important pour un homme de savoir ce qui se passe au niveau de la femme. En quoi, c'est quoi l'intérêt pour l'homme de connaître les phases et cycles de sa conjointe, de son partenaire? Est-ce que tu as des retours par rapport à ça ou peut-être je sais pas, quelque chose à dire? Alors, moi, j'ai eu des couples qui sont venus et en fait, à chaque fois que j'ai eu des couples, ça a été l'homme qui est venu, en fait, qui a poussé sa conjointe à venir. Oui, c'est l'homme qui est parce venu. Que pour qu'elle arrête de prendre la pilule, parce qu'il avait conscience des effets, on va dire, plutôt négatifs sur sa conjointe. Donc, il était à la recherche, voilà, de participer à cette, on va dire, charge mentale qui est la contraception, qui finalement a toujours reposé globalement sur les femmes. Enfin, toujours peut-être pas, mais depuis quelques années. Et il y a plusieurs avantages à la symptothermie. Déjà, on peut la prendre en couple et ça permet de savoir où en est sa conjointe. Et justement, pendant la période fertile, aussi que l'homme prenne aussi sa place au niveau de la responsabilité pendant l'acte sexuel. Voilà, de dire, voilà, là, t'es en période fertile. Soit il y a l'abstinence, soit il y a le préservatif. Après, c'est une discussion à avoir, mais il sait où sa conjointe en est. Voilà, et ça, c'est important aussi, je pense, à savoir. C'est quand même... l'intime, on le vit à deux, donc c'est important de pouvoir raisonner avec ça. Et en fait, en apprenant à lire nos cycles, on voit aussi les différentes phases et les vagues émotionnelles qu'il peut y avoir. Ah, ça va être intéressant d'en parler. Et on peut avoir le cycle posé sur le frigo ou dans la salle de bain. Moi, j'ai une petite roue ici qui est là, que j'utilise soit que je mets au travail pour savoir qui est là, pour savoir où j'en suis, parce qu'en fait... Donc ça, c'est ta roue personnelle, ça? Oui, c'est la première que j'ai faite. Je pense que je la referai parce que après, à force d'en faire, mais ça me sert d'exemple. En fait, sorcière, jeune fille, mère. Ok. Donc ça, c'est parce qu'on voit pas. Je tiens entre les mains du coup un cercle. Donc je mets, c'est une roue où je mets les 4 phases du cycle et j'ai un petit indicateur pour dire où j'en suis. Et il y a des périodes où foncièrement, on sait, voilà, le fameux. Oh, t'es chiante, t'as tes règles. Le truc qu'on déteste bien, non? Ça doit t'insupporter quand on te dit ça, non? Moi, ça va, on me l'a jamais trop dit, mais en fait, ça... Laisse-la tranquille, elle a ses règles. Mais il y a ça, en fait, on prend sur soi. Et en fait, on voit que c'est souvent un petit peu avant les règles, plus que pendant. Mais qu'il y a ces irritations. Et en fait, quand le conjoint ou les enfants, ou si on a un endroit au travail propice à pouvoir mettre ça pour travailler ensemble, on dit, voilà, pendant cette période-là, on sait qu'on va pas aller, on va dire, l'enquiquiner sur ce sujet. Et au contraire, si on a dans la période juste précédente, au moment de l'ovulation, on dit, là, elle va envoyer du lourd, on peut communiquer. S'il y a un truc qui va pas, en fait, avec la personne, on sait que la période d'ovulation, c'est là où on va pouvoir y aller et discuter sans que l'autre se ferme. Génial. Donc, ça peut favoriser une communication à condition que les deux sachent le lire et aient envie de communiquer aussi. Ok. Voilà. C'est quoi les 4 phases du coup? Il y en a 4, 3 les différentes phases de... Au niveau de la lecture, moi j'en donne 4. Moi j'aime bien l'associer finalement par rapport à la roue que tu vois là, moi j'aime bien l'associer plutôt aux saisons. J'ai un petit peu évolué et puis là-dessus. Et je trouve que il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ok. Et le printemps et l'été, souvent, c'est des périodes où on est vachement bien et qui sont très bien acceptées. Parce que le printemps, on a plein de choses, on va avancer, on va faire plein de projets, on est motivé, on a beaucoup d'énergie. On est joyeux. a tous les trucs
sur l'agenda, on a des trucs qu'on barre. C'est vachement bien. On se dit, j'ai fait ça, et on y va, quoi. La période de l'ovulation, de l'été, on est beaucoup plus accueillant, on peut plutôt communiquer très facilement, on peut accepter les remarques et pouvoir en discuter, on va pouvoir aller vers les autres facilement. Et après, c'est là où ça se corse. Oula, on commence à arriver vers l'automne, l'hiver, là, attention, winter is coming. On arrive sur une période qui n'est pas forcément négative, qu'on accepte mal, que ça soit homme ou femme, je pense, et les femmes les premières, parce que c'est des périodes où on rentre plutôt en introspection. Et on a tendance, dans ce moment-là, à voir tout ce qui ne va pas, tout simplement. Voilà, donc la femme va voir tout ce qui ne va pas de manière générale dans sa vie, chez le conjoint, partout, quoi. Alors, on peut exagérer pendant ces périodes-là, et du coup, l'intérêt de cette période, c'est de noter un petit peu. Moi, je conseille souvent de faire une liste de tout ce qui ne va pas. Et ensuite, pendant l'hiver, quand on est encore dans cette introspection, pendant les règles, on est fatigué, on est posé, mais on n'est plus, on va dire un peu moins dans cette agressivité à détecter ça. Et on peut faire le tri. On se dit, voilà, là, j'ai vu des choses qui n'allaient pas et que je peux changer. Donc, ça, c'est en hiver, ça. Ouais, là, on passe à l'hiver, aux règles. Et justement, on peut créer dans ce moment-là le planning pour la période suivante parce qu'on a vu ce qui n'allait pas, ce qui allait à changer et ce qu'on peut améliorer pour la fois d'après. Ok, et donc ça, ces 4 phases, elles sont pendant le cycle. On les voit tous les mois, on revit, on passe par ces 4 périodes-là, plus ou moins longues. Voilà, mais... Ah, sur un mois complet ? Non, juste sur la période... Sur un cycle. Oui, un cycle, c'est... un mois parce que c'est plus facile. Oui, non, mais ok, d'accord. Mais sur un cycle, voilà. Ok, donc on commence toujours par le printemps, ensuite l'été. Donc ça va arriver ensuite l'automne, c'est au moment juste avant les règles. Oui, avant. Et après l'hiver, c'est après les règles. Et après, c'est pendant les règles. L'hiver, c'est pendant les règles. Ok, c'est super intéressant. C'est super intéressant et déjà pour la femme parce que j'imagine elle peut du coup elle apprend à mieux se connaître et mieux gérer son énergie et voir ce qui se passe et elle plus dans, on va dire, dans la proaction, dans la prévention. Et pour l'homme de savoir si elle balance plein de trucs, tout ce qui va pas, je sais que peut-être c'est la période, donc ok, je prends sur moi, après on peut en parler, ou au contraire plein d'énergie. Oui, c'est ça, pas forcément prendre au mot tous les mois, dire j'en ai pris plein à la tronche, elle m'énerve. Il faut la faire cette petite roue là. Ça, tu l'as fait avec les personnes que tu suis ou tu proposes ça aussi dans ta formation Moi, je propose la roue, j'en parle quand je fais un individuel et puis quand je fais des groupes. En fait, je propose de la faire dans le groupe, en fait. Que chacun, j'ai des feuilles de couleurs, chacun la fait parce que c'est sympa que ça soit visuel et... Alors moi, je suis pas trop dessin, je suis pas très artiste, donc je fais pas, mais il y en a qui vont dessiner, il y en a qui vont écrire, chacun va la personnaliser, se l'approprier. Ok. Et a priori, cette roue-là, elle va se répéter de chaque mois, quoi, quelques jours près, quoi. De manière globale. Après, moi, là, ce que je donne, c'est les lignes directrices, et c'est dans le cas où on va dire tout se passe bien, et on a quelque chose d'équilibré et tout ça. Il y a des femmes qui vont très mal vivre les débuts du printemps, l'été. Et en fait, chaque phase prépare la suivante. Et du coup, quand on vit mal une phase, ça décale un petit peu tout. Donc, c'est important de dire que c'est pas la réalité pour tout le monde de ce que je viens de dire. C'est qu'après, il y a à prendre en compte sa propre vie et comment on vit et notre histoire avec notre cycle. Il y a des femmes qui vivent très mal la période d'ovulation parce qu'elles n'arrivent pas à concevoir. Donc forcément, c'est pas la période où elles vont être la plus joyeuses. Ouais. Et donc, il y a peut-être d'autres choses au niveau émotionnel à aller accompagner pour aider cette période-là. Ok. Ouais, très intéressant. Super intéressant. Du coup, ça, j'ai... J'essaie de rester focus parce que j'aime beaucoup de quoi on parle. Les règles, c'est normal que ça soit douloureux ou c'est peut-être un sujet peut-être qui est, je sais pas, sujet sensible, mais en tout cas, est-ce qu'on va dire c'est normal? Est-ce que, du coup, j'imagine qu'il y a des femmes qui vont avoir des règles beaucoup plus douloureuses, mais à partir de quel moment on peut se dire, c'est pas normal ou... Alors, a priori, normalement, moi, je dirais que la douleur, elle est pas normale. Et après, il y a il y a la douleur et la souffrance qu'on peut nuancer. Parce que physiologiquement, il y a des spasmes qui permettent d'évacuer l'endomètre, ce qui est les règles. Donc, on peut avoir une douleur. Mais si on commence à la vivre de manière à souffrir vraiment, là, c'est plus normal.
Et après, une douleur, après, à quelle proportion? Voilà, il y a plusieurs choses. Mais ça ne devrait pas être douloureux, vraiment, à être couché par terre. Mais c'est aussi un moyen que le corps a de nous signaler quelque chose. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Si c'est vraiment douloureux, c'est qu'il y a un truc qui va Donc, pas. c'est un truc qui va pas, soit physiologiquement, il y a peut-être un problème, ou alors émotionnellement, parce que comme on l'a déjà dit, c'est des périodes mal vécues. En fait, d'avoir ces règles, c'est juste chiant. Voilà, y a pas du d'autre... coup, la personne, elle se dit ça et donc elle va encore le vivre. Voilà, oui, c'est le truc. J'avais prévu mon super week-end avec mon chéri, j'ai mes règles, j'avais prévu d'aller à la piscine, d'aller à la mer, et donc en fait, c'est le truc qu'on n'a pas envie de vivre. Et en fait, plus on rejette quelque chose, et plus on rejette notre corps, plus il va émettre des signaux pour nous dire aussi maintenant, il faut aussi accepter que je suis comme ça. Le corps, il met son poing sur la table et je suis là. C'est aussi une manière pour lui de parler, de dire il y a un truc. Donc, on peut faire des choses au niveau physiologique, aider au niveau de l'alimentation, avec des compléments, mais on peut aussi apprendre à accepter qu'on est une femme et qu'on a des cycles. Voilà. Et ça, c'est pas facile, forcément. Ok. Ouais, bah oui, j'imagine. Enfin, non, je peux même pas imaginer parce que je suis pas une femme. Mais ok, je veux bien le concevoir. Donc, le fait de ne pas accepter, ça peut être une des causes des règles douloureuses, mais j'imagine peut-être il y a le stress aussi. Oui. Il y a le stress, il y a peut-être la mauvaise alimentation, comme tu dis. Et tout ça, ça peut contribuer. Comme pour tout, en fait, il y a plein de facteurs différents et c'est l'addition de plein de petites choses qui vont venir. Et on est chacune sensible, même chacun, on va dire, pour d'autres sujets, sensible plus à un paramètre qu'à un autre. Donc, ce qui va vraiment lui déclencher des règles hyper douloureuses, ça va être d'avoir super mal mangé et d'avoir mangé que des cochonneries pendant un mois. L'autre, qu'elle mange très bien ou très mal, ça va rien lui changer du tout. Et par contre, si elle va se disputer, ça va lui tordre le ventre en deux. Voilà, c'est un ensemble de facteurs. C'est un ensemble de facteurs, et à savoir qu'est-ce qui déclenche chez la personne. Donc, encore une fois, le travail du calepin et peut-être de réflexion, un peu tous les jours. Peut-être le journal, quoi, en fait, faire du journaling. Ça peut être une bonne idée. Alors, on voit pas, je sais pas si je pourrais te le montrer après. Moi, j'ai fait vraiment un cahier où j'ai les 12 pour voir sur un an, en fait. J'ai 12 cycles de noter parce que quand on a le papier, puis après on sait pas où le ranger, ça se perd et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce cahier, de noter nos habitudes. J'invite les gens à noter leurs habitudes quand elles commencent la symptothermie ou au début des 12 cycles. Et après, entre chaque cycle, de noter vraiment un peu comme un journal intime, et de voir que entre le début du cahier et puis la fin, finalement, nos habitudes, elles ont changé, et qu'est-ce qui a influé ou pas. Voilà, c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Je te rejoins dessus. Ouais, ok. Mais c'est quelque chose, de toute façon, tu aides à faire si on vient te voir et tout. Oui, tout à fait. Ok. D'accord. Alors, je sais que c'est un gros morceau. L'idée, c'est pas d'être dans les détails, mais au niveau de l'alimentation, est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce qui est conseillé de manger pendant les cycles? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas manger? Est-ce qu'on peut manger des bonnes choses pendant 15 jours et après, pendant 15 jours, pendant la période des règles, ou peut-être avant, et après on se dit c'est bon, Alors, globalement, il faudrait manger des bonnes choses tout le temps. Oui, ça c'est les cas idéal. Ça serait voilà. Dans le cycle, notre capacité digestive, elle n'est pas la même tout le temps. Elle fluctue. Quand je disais tout à l'heure, il y a vraiment une évolution dans tout le corps qui se fait avec le cycle. Donc, l'idéal, c'est quand même tout le mois, tout le cycle, c'est d'avoir des apports en fruits, en légumes, plutôt du frais. Moi, je conseille toujours d'avoir quand même beaucoup de crus. Des fruits secs, des choses comme ça, et de limiter tout ce qui est acidifiant. En fait, dans tout, que ça soit le cycle ou n'importe quel autre sujet, quand on a une bonne alimentation de base et qu'on permet au corps d'être le moins acide possible, il y aura moins de douleurs possibles qui vont se développer. Alors, faut pas que ça soit acide. Donc, tout ce qui est acide, comme les agrumes, les choses comme ça. Alors moi, je vais favoriser plutôt même si c'est un agrume, plutôt de manger des agrumes que de la viande rouge, par exemple. Ok. Il y a des choses qui sont acides. Il y a différents degrés d'acidité. Donc après, qu'est-ce qui est le plus acidifiant pour l'organisme? L'idée, c'est de manger. Moi, je donne toujours cette proportion 80% de fruits et légumes et 20% du reste. Qu'on soit n'importe quel régime alimentaire.
20% du reste, ça peut être des céréales, ça peut être de la viande, du poisson, des pâtes. Enfin, ouais, mais garder cette proportion de grosse majorité. Ouais. Et a priori, ça favorise de bonnes règles, enfin un bon cycle pour la femme, quoi. Alors, ça va aider, oui. Ça va aider d'avoir un bon cycle. Globalement, on va dire, au début du cycle, il y a des périodes où on a moins faim. Donc, quand on mange moins, de favoriser des aliments qui vont nourrir quand même. Parce que si on saute trop de repas, le corps a quand même besoin d'énergie pour carburer. Donc, même si on mange moins, de manger des aliments plus nourrissants, des fruits secs, des graines germées, des choses comme ça. Des fruits et légumes, genre idéalement bio, j'imagine. Ah, oui, oui. On va rester, on va dire, dans le bio ou en local. En fait, tous les petits producteurs sont pas forcément en bio, mais ont des bons fruits. En tout cas, qui ont des bonnes propriétés nutritionnelles. Oui, qui sont pas bourrés de pesticides. C'est l'idée, quoi. Ouais, parce que j'avais entendu dire, j'avais creusé un peu le sujet, que lorsqu'on achetait les fruits, les légumes, en fait, dans le supermarché, avec le transport et tout, déjà, ils avaient perdu toutes les qualités nutritionnelles et que, au final, tu mangeais, mais c'est comme si tu mangeais. Enfin, c'est mieux que rien, mais c'était pas tip top, quoi. Oui, après, voilà, il y a plein d'étapes qu'on peut voir sur les apports. Donc, mais après, effectivement, pendant le cycle, garder cette idée-là. Et puis, il y a des moments où on va avoir plus faim. Souvent, avant les règles, on a plus faim. Favoriser les huiles. Moi, on a tellement diabolisé le gras que les gens ne mangent plus gras. Alors que c'est très bon. On en a besoin. Bonnes graisses. Ouais. On en a besoin. Donc, manger de l'huile, quoi. Alors, pas de l'huile de tournesol, je précise. Mais quand on parle de bonne graisse, c'est peut-être de l'huile d'olive, de l'huile de noix, même de l'avocat, par exemple. Des huiles vierges. L'huile de tournesol, elle est bonne, mais vierge, première pression à froid. Enfin, pas l'huile désodorisée. Passé, ok, celle qu'on utilise pour la friture. Voilà, donc, il y a l'huile d'olive, il y a des huiles riches en oméga 3, de noix, de lin, de cameline, de colza. Toutes ces huiles des bonnes graisses. Oui, c'est vrai qu'on avait diabolisé. C'est un autre sujet, mais il y a eu une bataille entre la graisse et le sucre, quoi. Et on a dit que la graisse, c'était pas bien. Et le sucre. Même le sucre, c'est bon, mais le sucre des fruits, quoi. Ouais, tout ce qui est, c'est évident, mais tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est produit ultra transformé, c'est à éviter. C'est ça, oui. Comme le diable. en tout cas, au mieux. J'ai une question. Comment, je remarque, en tout cas c'est ma conjointe qui me l'a dit, et c'est pas la seule, qu'on avait tendance à avoir des fringales tout au début du cycle ou des règles. Est-ce que c'est quelque chose qui on va dire normal, peut-être, mais qui peut être évité, ou c'est normal en fait? Alors souvent les fringales, au début des règles, peut-être plutôt ou juste avant les règles, souvent c'est ce manque c'est ces envies de chocolat. C'est ce manque on a besoin de choses riches, de choses du gras. Voilà. Donc au lieu de manger des chips et du chocolat, ajouter des huiles et prendre des fruits secs, des dattes, des choses nourrissantes, parce que le corps il a besoin de carburant et en même temps la capacité à digérer elle est quand même en diminution. Elle va vraiment baisser et du coup c'est important de mettre des choses qui soient pas difficiles à digérer. Donc là, moi, je fais des salades avec des huiles dessus. Voilà, 1, 2, 3 cuillères. Vous pouvez y aller, 3 cuillères à soupe d'huile par repas, sans problème. Okay, c'est très bon. Et ça permet d'éviter les fringales, ou en tout cas de les atténuer et pas subir ça, quoi. Oui, pas forcément subir. Essayer d'avoir toujours à portée de main des choses qui soient bonnes, même s'il y a des fringales, d'avoir un sachet de fruits secs à côté. Ouais, parce que moi, je retrouve plus mes tablettes de chocolat après. Ça du chocolat noir, prendre du chocolat noir à ce moment-là. Ouais. Chocolat noir, 70-80%. Ok. Et d'autres questions par rapport à ça, c'est les boutons hormonaux aussi. Comment tu peux les éviter? Est-ce que déjà c'est quelque chose de courant, les boutons hormonaux pendant le qui arrivent avant les règles? Ouais. En fait, oui, voilà, les boutons avant les règles. Oui, ça peut s'éviter, tout à fait. Oui, ça va être un petit alimentation, j'imagine. Avec l'alimentation, on peut faire déjà pas mal de choses pour les boutons. Ouais. Ok. Et après, ça a observé sur le cycle, mais c'est un petit dérèglement hormonal qui est bénin. C'est pas une grande catastrophe. Non, mais c'est peut-être. Mais visuellement, c'est pas très agréable. Ça met déjà dans un état où on n'est pas bien, en fait. Quand on commence à avoir des boutons qui sortent, on sent moins. C'est pas une période où on a envie de sortir. Alors, si en plus
on se sent pas belle ou ouais, on a moins envie d'aller vers l'extérieur. Ok. Ouais, parce que c'est qu'on m'avait plusieurs fois fait cette remarque-là. Et on disait, mais en fait, c'était une fatalité et qu'il fallait l'accepter. Mais je me posais la question si, avec l'alimentation, où il y avait d'autres choses qui permettent d'empêcher cette apparition de boutons, ou finalement peut-être atténuer, mais c'est possible, quoi. C'est possible. Oui, moi, j'ai l'exemple le plus récent, c'est ma petite sœur. C'est une famille qui avait qui est en Écosse, qui est revenue 3 mois et elle m'a dit, elle avait ses règles, elle avait plein de boutons, juste avant et du coup, on a un peu travaillé là-dessus et là, elle en a quasiment plus. Elle en a des fois un, mais c'est possible. D'accord. C'est pas une fatalité. Ouais. Ok. Ok. Juste pour terminer sur l'alimentation, être végétarien, vegan, est-ce que c'est totalement compatible avec Oui. Ok. Oui, c'est un équilibre alimentaire, ne pas être vegan et manger des pâtes, parce que ça. Oui. Ok, oui, c'est toujours chercher l'équilibre en fait, même quitte à prendre des compléments alimentaires. Tu recommandes quoi comme complément Alors moi, je suis pas une grande fan spécialement de beaucoup de compléments. J'utilise principalement 2 gammes de produits. Que c'est le Pianto et Pianto et Baie Saint-Joseph et puis la gamme de produits du docteur Genshura qui sont des produits, moi j'aime bien quelque chose qui soit global parce que quand on prend du calcium tout seul, il n'a pas toute sa globalité pour pouvoir rentrer et faire son travail et en fait l'organisme c'est lui qui est le plus intelligent dans tout ça et qui sait ce qu'il a besoin et où il en a besoin. Donc, c'est des produits qui sont vraiment biodisponibles pour l'organisme. On lui donne et c'est lui qui va agir là où il y en a le plus besoin et qui va réguler énormément de choses. Et aussi qui va jouer sur le terrain plutôt acide. Okay. Comme j'en parlais tout à l'heure, l'acidité fait énormément... un terrain acide donne place à énormément d'autres problèmes. Alors, que ça soit pour la femme et l'homme, quoi. Que ça soit pour tout le monde. Donc... c'est plutôt travailler en amont, pas forcément sur le problème en lui-même, mais travailler en amont sur désacidifier le terrain. Donc, il y a de la partie qu'on peut aider au niveau alimentaire. Après, on vit dans un environnement acide, par l'air qu'on respire et tout ça, par le stress qu'on vit. Donc, on essaye de travailler sur diminuer cette acidité petit à petit, là où on peut. Ok, ouais. C'est vrai qu'au début, je pensais acidité, je pensais agrumes, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ouais, le stress, ok. Et tout ce que tu viens de dire, Pianto, Baie Saint-Joseph, c'est ça, Saint-Joseph ? Oui. Ça, c'est des compléments qui contiennent, on va dire, par exemple, j'en sais rien, je dis des bêtises, du zinc, du magnésium, qui se boivent en autre shot ou qui se prennent en one shot. Se prennent, oui, c'est ça. Ouais, après, sans rentrer dans les détails, mais effectivement, ça contient des plantes qui sont travaillées et Pianto, Baie Saint-Joseph, c'est même Genshura, en fait, c'est des plantes entières qui sont travaillées. Et du coup, la molécule est assimilable dans son environnement et beaucoup plus assimilable. Ok, d'accord, ça marche. Et tu prends ça toi tout le temps ? Moi, oui. Ouais, moi, je prends le Pianto, j'en prends tout le temps. Des périodes où c'est un petit peu plus compliqué, j'en prends un peu plus. Et voilà, après, ça, c'est des choses que je pratique. Les Genshura, il y a des choses à prendre. Il y a des sels aussi. Donc moi, je sais que quand je suis fatiguée, le soir, je rentre, je me fais mon petit bain de pied. Voilà, avec du sel et tout. Avec des sels, voilà, ces sels particuliers qui permettent un peu de décharger. Ok. Je connaissais pas du tout. Pourtant, je m'intéresse beaucoup à ça. Je fais le Pianto, le Saint-Joseph. Donc, si je vais acheter, je vais sur Internet, je tape Pianto ou Saint-Joseph et je prends le truc et il n'y a pas plusieurs... Alors, Pianto, si. Et puis après, c'est bien d'avoir un conseil sur la posologie quand même. Ok. Mais ça... ça se trouve facilement. Hein. Il y a les magasins bio, ils sont formés. Et après, il y a beaucoup de naturaux, en fait. C'est beaucoup les naturopathes qui conseillent le Pianto. Ok. Moi, je suis archi formée parce que ça fait 13 ans que j'utilise, donc... Ah oui, bah oui. Ouais, c'est énorme. Voilà, après, le Pianto, c'est quelque chose d'assez général qui convient sur beaucoup de domaines. Et les Bio-Saint-Joseph, c'est des choses qui sont plus ciblées, on va dire, sur des problématiques. Donc, il y en a qui sont vraiment spécialisés sur le cycle et sur le métabolisme hormonal. Ok, intéressant. Je prendrai les références tout à l'heure, comme ça je les mettrai ça marche. En description et tout. Bon, ça, on va pas parler de ça, mais tu fais aussi pour les personnes qui vont écouter, les fleurs de bac, qui sont des huiles essentielles aussi.
Non, Alors, c'est pas du tout. Non, pas du tout. Oula, elle m'a regardé avec des yeux. Oula, bêtise que j'ai pas dit. Non, mais on me le dit souvent. Je dis non, c'est pas du tout pareil. Non, souvent on voit les petits flacons et on dit des huiles essentielles. Mais en fait, les huiles essentielles, c'est vraiment un concentré de principes actifs, alors que foncièrement, les fleurs et les élixirs floraux, il y a aucun principe actif dedans. Il n'y a aucun principe actif. Non, ça agit pas du tout sur le côté. En fait, si tu vois l'homéopathie, où c'est dynamisé, en fait, c'est vraiment l'énergie de la plante qui est dans l'élixir. Ok. Et c'est la mémoire de l'eau qui est utilisée et pas le côté physique du principe actif, quoi. Donc, du coup, ça n'a rien à voir. Au niveau, on peut le conseiller à tout le monde peut le prendre en complément d'un traitement qui soit médical ou pas. Enfin, voilà, il y a cette compatibilité. Mais avant, il faut consulter quand même, j'imagine, parce que ça doit être très vague. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est sur les émotions. Alors après, ça dépend si on arrive bien à détecter ses émotions, à s'auto-débriefer avec soi-même, ce qui n'est pas toujours facile. À dire, tiens, voilà, il y a ça, je vais prendre cette fleur. Mais voilà, donc j'ai cette formation sur les fleurs de Bach et moi, je les utilise en fait quasiment plus juste en consultation de fleurs de Bach. Je les utilise plutôt par rapport au cycle féminin. Pour aider à... Pour rétablir, aider à accompagner au niveau émotionnel quand il y a des soucis. Pendant la période, c'est quoi, la période d'automne? C'est ça. Il y a une fleur de Bach là, qui permet de passer l'automne en été ou en printemps. Alors directement, non, ça va être compliqué. C'est l'été les 4. On va travailler sur l'acceptation d'abord. D'accord, c'est déjà un gros point, l'acceptation. Ok, je pense qu'on s'est dit beaucoup de choses. Tu as répondu à beaucoup de mes questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que je ne t'ai pas demandé, que tu juges importantes à savoir, ou je pense qu'on a fait le tour. On a fait un bon tour déjà. On a fait un bon tour. On a parlé beaucoup de choses. Pour une première approche sur la symptothermie. Peut-être que ce que j'ai pas dit sur la symptothermie vraiment en elle-même, c'est que et qui est important, c'est qu'on peut l'utiliser en étant célibataire. Ah oui. Voilà. Parce que étant donné que c'est pas une méthode de contraception et que c'est une méthode d'observation du cycle, en fait, je pense que pour commencer et pour se sentir à l'aise, parce que quand on a le côté contraception, il y a quand même une pression qui est là. Elle est très forte, la charge liée à la contraception, j'imagine, pour une femme. Il y a toujours cette pression de dire voilà, j'attends mes règles, quoi, pour être sûre que je sois pas enceinte. Et surtout si on débute la méthode et qu'on n'est pas encore tout à fait sûr de nous, dans nos interprétations. Et en étant célibataire, en fait, on apprend à s'observer et on n'a pas du tout de pression. Donc, on apprend l'esprit léger. Et je trouve ça assez cool de pouvoir le faire comme ça. On apprend à se connaître. Et le jour où on rencontre quelqu'un, on se met en couple, et on se connaît déjà. Voilà, on a déjà cette connaissance. Donc, finalement, même si on vient dans un objectif de contraception, les bases, on les a. C'est une belle approche, voilà, pour se connaître soi-même. Ok, t'as bien fait de le préciser, Jeanne. Ouais, c'est une... Ok, donc symptothermie, qu'on soit en couple, célibataire, c'est très bien, et célibataire pour préparer le terrain pour la suite. D'accord. On a fait je regarde un peu s'il n'y a pas des choses, mais je pense qu'on a fait un bon tour. Corrige-moi si je me trompe encore une fois. Je vais juste terminer par une, deux questions un peu comme ça. La première, c'est qu'est-ce qui est ultra important selon toi et que peu de personnes en fait ont conscience autour de toi? Je dirais la symptothermie, mais c'est peut-être pas ça, quoi. Selon toi. Ouais, oui, de manière assez générale. Ouais, de manière assez générale. Ouais, c'est pas facile comme question. Je t'ai posé une colle, mince. Alors, ouais, je vais dire la symptothermie, mais pas dans cet aspect où en fait on devrait éduquer, justement, ça devrait faire partie à 13 ans, 14 ans, quand on commence à se développer. Peu de personnes ont conscience qu'il y a ces choses à transmettre à leurs enfants et que c'est des passages super importants. Voilà, que c'est un peu on va dire un rituel de passage, d'avoir ses règles, et s'il y a cet apprentissage qui se fait à cet âge-là, une jeune femme qui commence
avec la symptothermie, mais en fait, qui commence à se connaître, à observer ses cycles, à observer comment elle fonctionne, elle partirait vachement mieux dans la vie. Voilà, c'est pas très joli, vachement, mais je pense que non, mais je comprends l'idée, mais parce que c'est quelque chose d'assez tabou, en fait, hein, suivant les cultures aussi. Les cultures, l'éducation, j'ai l'impression que c'est très tabou. Et souvent, en fait, on considère pleinement la chose, soit on la considère pas du tout, et un peu tu te débrouilles et t'apprends au fur et à mesure. Et au bonheur, la chance, si tu tombes sur quelqu'un comme toi ou quelqu'un qui va pouvoir t'éduquer dessus, sinon tu vas te taper la pilule et peut-être à 40 ans, tu vas découvrir que purée, il se passe des choses intéressantes, il se passe des choses intéressantes en moi. Et oui, puis aussi bien pour les hommes que les femmes, en fait, finalement pour les jeunes garçons, parce qu'ils seront confrontés à on va dire, même si on n'est pas après dans une optique de couple hétérosexuel, tout ça, les hommes ont des mamans, ils ont des sœurs, ils ont des copines, enfin voilà. Tout à fait. Et de comprendre comment l'autre moitié de la planète fonctionne, c'est quand même sympa. Non, mais c'est un beau message donc les mecs là qui écoutent. C'est en fait pour la connaissance de l'autre aussi, pour l'intelligence aussi émotionnelle, quoi, l'intelligence relationnelle, savoir comment se comporter aussi par rapport aux différentes phases de la conjointe, de la partenaire, de la copine, peu importe. Et pas juste dire, par exemple, le cliché, bon, elle a ses règles, laisse-la tranquille, putain, tu me saoules, t'as tes règles aujourd'hui. Ok. Est-ce que t'as un livre à conseiller? Je vois beaucoup de livres derrière. Un bon livre pour ceux qui souhaitent commencer à s'intéresser à ça, sur le cycle ou... Alors, en fait, il y a différents aspects. Si on veut s'intéresser vraiment purement à la symptothermie, le côté je lis mon cycle, je l'interprète, il y a le livre de Sensiplan qui est très bien, le planning familial naturel. Ou après, le livre c'est bien, mais moi je trouve quand même de se former avec une conseillère, on peut poser nos questions et ça apporte, c'est une approche plus personnalisée et on apprend mieux. Voilà. Donc je prêche un peu pour ma paroisse mais aussi, bien sûr, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, d'avoir quelqu'un en face avec qui discuter, c'est quand même un gain de temps dans un apprentissage. Et après, pour se reconnecter vraiment à son cycle, sans parler forcément de contraception, tout ça, j'aime beaucoup le livre Rituel de femme pour explorer les secrets du cycle féminin. Ok. Parce que pour moi, l'importance du rituel, elle est vraiment là. On est un petit peu, c'est peut-être un petit peu déshumanisé, je sais pas si c'est le mot, mais on est dans une sorte de routine métro, boulot, dodo qui est là et où il faut tout faire toujours vite. Et en fait, ça nous apprend de mettre en place un rituel. C'est pas forcément des choses très longues, mais c'est apprendre à se poser avec soi et à s'accepter, à découvrir comment on fonctionne. Donc ce livre, il y a plein de petits moments comme ça à se donner, à s'offrir à soi-même pour être conscient de comment on fonctionne. Ok, donc 2 livres que tu nous recommandes. Pareil, je les mettrai en description. T'as des jeunes filles qui viennent te voir, des ados ou est-ce que tu parles à des jeunes enfants ou des ados? Pour l'instant, j'ai eu 2 ados qui sont venus. C'est vrai que on va dire le public que j'ai plutôt, ça va être entre 22, 30, 32 ans. Quelques femmes aussi qui sont en préménopause, qui ont jamais connu leur cycle et qui se disent moi je veux le vivre avant je veux savoir ce que c'est avant d'être à la ménopause. Donc je trouve ça vraiment beau comme challenge, parce qu'on a quand même vécu, quand on a 40 ans, 45 ans, on a vécu 40 ans avant différemment, et là c'est un challenge. D'accord. Ok. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jeunes filles et j'aimerais bien déjà 20 ans c'est jeune et c'est bien si à 20 ans on peut, si déjà on a cette conscience-là, en tout cas, même si peut-être des petites sœurs, après c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude, j'aurais peut-être un peu du mal à aborder ça avec ma petite sœur ou par exemple avec une copine, mais en tout cas en tout cas, oui, c'est important. Donc, toi, tu es là pour accompagner, pour éduquer. On peut te suivre où? Sur Internet, sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai un site Internet. Alors moi, c'est Symptolistique. C'est pas facile comme moi. Ok, de toute façon, on mettra le lien dans la description. Mais après, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram.
Pareil, symptoholistique. Oui, symptoholistique. Symptoholistique, Jeanne Pulgère, voilà, c'est... On peut te suivre, tout le monde te suivre. On peut me suivre. Mec, fille, garçon, enfin... Oui, tout le monde. Il y a des hommes qui me suivent aussi et qui partagent des fois mes publications et je trouve ça bien. Et puis après, là, je commence une formation, je vais bientôt commencer une formation en ligne. Ok. Justement. Sur la symptothermie. Sur la symptothermie, sur se découvrir, sur un peu, finalement, tous les sujets dont on vient de parler. Ok. Un peu plus en détail. Un petit peu plus en détail. Avec des exercices, des choses comme ça. Des exercices, apprendre à pratiquer, des lives pour les questions, et puis après un suivi individuel aussi pour vraiment se... Sur combien de temps ça se fait, ça ? Alors, sur 8 semaines, il y a des rendez-vous sur 8 semaines, des vidéos qui sont envoyées, et puis après, il y a un rendez-vous en tête-à-tête avec moi. Oula, attention, hein. Ça va pas arriver. Pour pouvoir vérifier que la méthode est bien comprise, vérifier les interprétations et voir s'il y a besoin d'autres choses, de conseils plus émotionnels, justement. D'accord. Un peu, même j'imagine, beaucoup plus loin, une approche globale, quoi. Oui, voilà, là, c'était l'idée, voilà. En mettant symptoholistique, c'était le côté holistique global que je voulais amener. Ok, c'est très bien. Merci beaucoup, Jeanne. C'était très enrichissant, vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que ceux qui écouteront jusqu'au bout apprendront aussi énormément de choses. Je pense qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a un gros travail à faire au niveau de l'éducation et de la transmission. Donc peut-être les parents qui les écoutent, qui ont des jeunes filles, voilà, c'est des choses importantes à aborder. Je pense que ça va pas être aussi évident quand on n'a pas l'habitude d'aborder ça avec ses enfants, mais qui est important en tout cas. Vous pouvez les envoyer vers Jeanne ou vers d'autres en tout cas, mais pour démocratiser tout ça et pour qu'on aille vers une meilleure prise de conscience de son corps, une meilleure santé aussi globale. Et ça contribue aussi à une vie qui est beaucoup plus épanouissante aussi pour soi, hein, en tant que femme. Oui, j'imagine, comme on dit, c'est une autre femme qui fait kiffe ton cycle, mais on peut kiffer son cycle. Exactement. Est-ce que tu kiffes ton cycle? On l'apprend petit à petit. Pour pas que ça soit quelque chose de désagréable et pas quelque chose de mince, ça arrive, etc. On peut, je pense, le prendre d'une manière différente, le percevoir d'une manière différente. Et peut-être aussi le tourner en son avantage pour que ça soit quelque chose, voire même d'agréable et d'intéressant pour soi et pour une meilleure connaissance de soi. Ok, merci beaucoup, Jeanne. Est-ce que tu as un petit dernier mot à faire passer ou c'est... Voilà, moi c'est découvrir. Si vous sentez l'envie, prenez le temps de découvrir. C'est une belle aventure. Ok, merci beaucoup, Jeanne. Et puis tout sera dans les liens de la description. N'hésitez pas à aller voir son travail et lui poser toutes les questions que vous voulez. Merci encore. Merci. Super, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.